Nous sommes donc ici en plein océan Pacifique. Nous allons voir non seulement l'île de Tahiti, mais les îles Marquises, Manihi, Rangiroa, Bora Bora, Moorea. Nous irons jusqu'aux îles Gambier. En attendant, voici Papeete, la capitale. Tahiti insolite, des images qui surprendraient M. Bougainville. Bougainville qui a été le premier à débarquer sur une plage dans cette île. Voici cette plage filmée l'été dernier. Les vaïnées sont là. Elles n'ont pas les seins nus comme les filles de Saint-Tropez. Mais vous le voyez, elles ont des cheveux magnifiques, des cheveux très longs, très longs, très longs, très longs. Regardez. Des cheveux très longs, très longs, très longs. Ce qui frappe dès que l'on débarque à Tahiti, c'est ce contraste entre le monde des Polynésiens, le monde ancien, et puis ce monde moderne. Ce monde moderne qui n'a pas toujours apporté le meilleur de lui-même aux Polynésiens. Vous allez voir dans quelques instants une vitrine de magasin, un magasin qui vend des horreurs en plastique, des objets importés. Et juste en face, c'est une coïncidence, l'artisanat local, des objets faits à la main par les Tahitiens. Regardez et comparez. Des sourires, nous allons voir tout au long du film. C'est le premier trait de caractère des Tahitiens, un caractère qui est quelquefois difficile à cerner, à découvrir. Et pour ce faire, nous allons nous rendre à une manifestation sportive. Je vous demande de bien regarder les réactions des spectateurs. Voici par exemple un champion qui réussit, qui passe. Réaction du public, bof, ça ne va pas très loin. Alors que s'il arrive quelque chose d'imprévu, disons que c'est nettement différent.
Voilà, c'est ça les Tahitiens. Savez-vous comment on dit oui en tahitien? On soulève les sourcils. Et au moment où nous avons commencé ce film, c'était la mode des t-shirts. À Papeete, comme dans d'autres villes du monde, il y a trop de voitures, alors ils ont fait des parcs-mètres qui ont, vous le voyez, énormément de succès. Et les jeunes garçons ont trouvé la solution, ils roulent à bicyclette. Mais quelle bicyclette! Et les Vainées, les célèbres Vainées, eh bien les voici. Charmantes, souriantes, très belles, enfin très belles, presque toutes. À Tahiti, le commerce est entre les mains des Chinois. Nous sommes ici près du port. Nous voyons que les Coréens viennent pêcher le poisson, et en particulier les requins. Nous parlerons plusieurs fois des requins au cours de ce film. Puisque nous sommes dans le port, un coup d'œil sur le trimaran d'Alain Colas. Et puis, vous allez voir des images d'un champion français qui a eu des problèmes, qui peut gagner. C'est bien sûr, vous l'avez reconnu certainement, pour ceux qui aiment la voile, Éric Tabarly. Et puis, à quelques encablures, un autre bateau qui appartient à un autre Français qui lui aussi a fait un exploit extraordinaire, une fois et demie le tour du monde sans escale, en solitaire. Vous le connaissez en tout cas de nom, c'est bien sûr Bernard Moitessier. On vous montre souvent dans ces films des couchers de soleil. Nous avons choisi l'envers du décor. Voici un lever de soleil à Tahiti. Ce grand soleil se lève un dimanche matin. À Tahiti, il y a des catholiques, il y a aussi beaucoup de protestants. Et nous voyons ici quelques images prises comme des actualités de ce dimanche matin. Vous verrez au passage Max Paul Fouché, le réalisateur des films sur les impressionnistes. Et d'ailleurs, comment ne pas penser aux impressionnistes devant ces documents réalisés à l'intérieur du temple? Les Tahitiens ont beaucoup de respect pour toutes les choses de la foi. Et là aussi, à la sortie du temple, on remarque ces contrastes entre le monde moderne et puis les habitudes très anciennes des Tahitiens, cette influence permanente de ce que l'on appelle la civilisation. Toutes les dames sont là, c'est exactement comme dimanche dernier à la sortie de la grand-messe. Comme dirait Georges Brassens, elles sont en train de dire beaucoup de bien de leurs voisines. C'est le véhicule le plus populaire à Tahiti. Et voici le plus surprenant, une Cadillac. C'est la seule de Tahiti. Elle appartient bien sûr à un Américain. Il y a 11 ans, cet homme est mort. Il vit maintenant avec le cœur d'un garçon de 23 ans. C'est le plus vieux des opérés du cœur. Il s'appelle Jimmy Taylor. Personne n'en avait parlé.
Jimmy Taylor, vous l'avez peut-être vu dans des films, il a tourné avec Marlon Brando, il a tourné avec les plus grandes vedettes internationales. Et puis il y a eu cet accident terrible, il sait qu'il est en sursis, et il vit à Tahiti avec sa Cadillac, sa femme et ses enfants, alors qu'il aurait pu choisir la Floride ou la Californie. Et cet homme qui peut mourir d'un instant à l'autre passe son temps dans son jardin à planter des arbres. Nous allons tourner une première page de ce grand livre d'images et avec Jimmy Taylor faire un bout de route, toujours dans l'île de Tahiti. Après cette merveilleuse petite école, au bord de la mer, vous allez le voir, un musée. Un musée qui a coûté extrêmement cher. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le musée Paul Gauguin. Malheureusement, à l'intérieur de ce musée, il n'y a que des copies. Alors, plutôt que de vous montrer des reproductions, nous avons choisi de retrouver des modèles qui auraient peut-être inspiré ce grand peintre français. Par 3 fois, nous allons immobiliser l'image. Et un dernier tableau avant de tourner la page. Vous le savez, il y a maintenant 10 ans que je filme des animaux dans le monde entier. J'ai filmé beaucoup d'animaux qui pêchent, des chats pêcheurs, mais je dois dire qu'ici, en Polynésie, c'est le seul endroit où j'ai pu voir et filmer pour vous des chiens pêcheurs. Des chiens qui partent tous les matins attraper du poisson dans le lagon, ils pêchent pour eux, ils se nourrissent de cette manière. Ce n'est pas du tout une race particulière, ce sont de vulgaires bâtards qui, vous allez le voir, se nourrissent parfaitement bien. Regardez. Vous allez voir un petit noireau qui se défend pas mal du tout. Seulement dans ces lagons de Polynésie, il y a des murènes. Et il arrive quelquefois que les petits toutous se fassent mordre la patte. Mais ce n'est pas très très grave. Vous voyez ici monsieur le maire de Manihi en train de faire ce qu'il fait tous les jours, pêcher des poissons. Pêcher des petits mérous en compagnie de sa famille, de son épouse. Ces poissons, il va les placer dans une sorte de nasse qui est à l'extérieur de son bateau. Et à propos de pêche, vous allez voir à un moment donné cet homme qui va prendre un poisson qui lui semble d'une taille insuffisante et qui va avoir une réaction que beaucoup de pêcheurs devraient avoir. Regardez. Il n'y a pas que du poisson dans cette île de Manihi. À Manihi, il y a aussi des enfants. Ce jour-là, Vaya, 8 ans, avait accroché sa ligne dans un bloc de corail et sans le savoir, elle m'a permis de faire quelques images poétiques que je vous laisse regarder. Pour les garçons de Manihi, il y a un sport qui est très populaire,
qui se passe dans une sorte de bassin qui est en communication avec l'océan et qu'ils appellent là-bas le Tortus Cotter. Il y a quelquefois quelques petits ennuis au démarrage, mais une fois que c'est parti, c'est formidable. Comme dans les autres îles de Polynésie, les enfants vivent en paréo. Cela pose quelquefois des petits problèmes, mais cela fait rire les filles. Et monsieur le maire, qui est aussi un très bon père, va remettre les choses en place avant que nous ne passions aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, ce sont bien entendu ces requins. Ce ne sont pas des requins blancs, mangeurs d'hommes. Ce sont des requins que l'on appelle là-bas dormeurs. Ils peuvent néanmoins être dangereux. Vous arrachez un pied ou une main très facilement. Vous allez voir cette étonnante école de courage pour les jeunes garçons de Manihi. Et alors, bien entendu, devant ces images, beaucoup d'entre nous voudraient pouvoir vivre, comme ici Jackie Rosenthal, qui passe la moitié de sa vie à Paris dans un bureau avec un complet veston, des cravates, des secrétaires, des téléphones, et l'autre moitié de sa vie en plein soleil, en short, dans ces îles merveilleuses. C'est lui qui est responsable de cette ferme qui produit des perles. Nous allons voir ici, grâce à Jackie Rosenthal, comment naissent les perles. Les huîtres perlières, vous le voyez, sont d'abord rassemblées. Elles ont 3 années d'âge. Elles seraient trop dures pour être consommées. On va les nettoyer, les entrouvrir au moyen d'un coin en bois. Et ensuite, le Japonais que vous apercevez ici, qui vient chaque année avec sa femme pendant quelques semaines dans cette île, va placer ce que l'on appelle l'implant, dans un endroit d'ailleurs qui est secret. Il a refusé que nous placions la caméra au-dessus de son épaule. Regardez bien, voici l'implant. On le place donc à l'intérieur de la bête qui est vivante. Ce n'est pas très long. Et voilà. Il faudra 3 nouvelles années pour que la perle se forme. 2 heures plus tard, on va remettre les huîtres à l'eau dans ce véritable coffre-fort sous-marin. Accroché à chacune de ces cordes, il y en a à peu près pour 5000 francs, soit environ 1000 $. Nous allons descendre dans ce coffre-fort sous-marin. Regardez. Mais me direz-vous, les Japonais ont le monopole des perles. Et vous avez d'ailleurs tout à fait raison. Seulement, les Japonais font des perles blanches. Ici, à cause du plancton, à cause de la nourriture de ces coquillages, ces huîtres font des perles qui sont grises, aubergines et quelquefois toutes noires. Les fameuses perles noires viennent de Polynésie. C'est donc un espoir économique extrêmement important pour les Tahitiens. Vous savez peut-être que les coquillages, lorsqu'ils sont sous l'eau, dans la mer, ne sont pas fermés comme on le pense, mais entr'ouverts. Seulement, lorsqu'on approche avec une caméra, il arrive très souvent que le coquillage effrayé se referme, percevant les ondes émises par l'homme, par le plongeur, par la caméra. Cette image, réalisée par Michel Lobreau, vous montre le coquillage entrouvert. Toutes ces prises de vue, je vous rappelle, sous-marines, sont faites en plongée libre, sans bouteille. Michel Lobreau tient environ 1 minute et demie. Pour ma part, j'arrive à 1 minute 5, entre 8 et 10 mètres de profondeur. Et un Tahitien, comme celui que vous voyez là, tient très facilement 3 minutes sous l'eau, toujours sans bouteille, avec, vous le voyez, simplement son masque et un tube respiratoire. Ce sont vraiment des hommes-poissons beaucoup plus forts que les Arabes de mer Rouge ou d'autres plongeurs.
Nous allons quitter ce coffre-fort, retrouver le village et dans l'un des bâtiments de la société perlière de Manihi, retrouver notre ami japonais qui va vous montrer ici une huître qui a déjà 6 années d'âge. Voici une perle, regardez. Elle est plus foncée que celle qui se trouve déjà à l'intérieur du bol. Voici une partie de la récolte de l'été dernier. Dans cette ferme, on fait également ce que l'on appelle des demi-perles, que vous allez voir au soleil sur cette table. En fait, au lieu d'aller placer l'implant dans un endroit secret, difficile, compliqué, on place l'implant, le corps étranger, qui est un morceau d'un autre coquillage, au bord de l'ouverture. La demi-perle se forme. Cela permet de créer ces objets de décoration ou ces cendriers. Très spectaculaires. Il arrive quelquefois, cela arrive 5 à 6 fois par saison de pêche, que l'on trouve, comme ici, 2 demi-perles dans un seul coquillage. Nous allons tourner la page et retrouver maintenant l'île de Tahiti. L'été dernier, en rentrant des îles Galapagos, avec ma femme et mon petit garçon, nous avons bouclé le 7e tour du monde. Et il y a une question que l'on nous pose constamment. Quel est l'endroit où vous voudriez vous arrêter? Quel est l'endroit où vous voudriez vivre pendant quelques années? Et je réponds toujours, l'île de Bora Bora que vous avez sous vos yeux. Seulement Bora Bora, pour un cinéaste, pose des problèmes. Il y a toujours des nuages. Nous avons fait 4 vols, 4 tentatives par avion. Et un matin, vers 6h30, il y a eu une éclaircie. C'est un très grand coup de chance au point de vue cinéma. Voici Bora Bora. Au premier plan, c'est donc l'océan. Ensuite, il y a l'anneau de corail avec les plages blanches, les cocotiers. Et puis, le lagon, jade, vert, bleu, émeraude. Et au centre, l'île volcanique, l'île de Bora Bora. Grâce à l'action des autorités tahitiennes, jumelée à celle du WWF, du World Wildlife Fund pour la protection de la nature, des législations toutes nouvelles, toutes récentes, interdisent les constructions sauvages à cet endroit. Je peux vous dire par exemple qu'il n'y aura jamais d'hôtel en béton armé sur cette île. Il y a naturellement des hôtels, il en faut pour les gens qui visitent ces archipels merveilleux. Mais les hôtels sont construits dans le style local, comme la maison, comme le faré que vous allez voir dans quelques instants, dans lequel d'ailleurs nous avons vécu pendant le tournage de ce film. Il est sur l'eau. Je pouvais voir les poissons multicolores à travers les lames du parquet sans bouger du matelas. Et puis, le temps passe, la vie s'écoule. Vous allez voir des images d'un peintre français, il s'appelle Jean Masson. Il a épousé une Tahitienne, ils ont 8 filles. Et j'ai appris il y a quelques jours que Jean Masson était mort.
fille de maçon. Elle est belle. Elle s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de son île. C'est elle qui nous a rappelé qu'un Français, que nous avons un peu oublié, est enterré là-bas, Alain Gerbaud. Alain Gerbaud qui a certainement participé aux fêtes du juillet. On dit les fêtes du juillet car si en France cette fête dure une journée, en Polynésie elle dure un mois. Monsieur le maire est là, les anciens du bataillon du Pacifique, toutes les autorités locales, les plus belles robes, les plus belles chemises, les plus belles coiffures. Un mois de fête, un mois de réjouissance, regardez ses cheveux. Tout le monde veut participer, même le mahou que vous allez voir ici qui repasse sa robe. Le mahou, je ne sais pas très bien comment vous dire ce que c'est un monsieur qui est un peu une dame et une dame qui est un petit peu un monsieur. Alors il va repasser sa robe pour aller participer à une course cycliste, ou en tout cas voir et applaudir une course cycliste. Ce ne sont pas des coureurs, ce sont les filles des classes terminales. Elles n'ont pas l'air enthousiastes, mais elles sont là. Alors il y a des tas de choses sympathiques à remarquer. D'abord, il y a des paris qui sont ouverts, qui sont quelquefois très importants. Vous allez voir que c'est le gendarme qui tient l'argent à la main. Le départ va être donné. Il faut que je vous dise également que chacune de ces filles a un petit ami, est amoureuse. À Tahiti, il n'y a pas de filles qui soient toutes seules. Alors le peloton des filles part, et juste derrière, les garçons, les amoureux à bicyclette. Le juillet, c'est aussi la fête des enfants. Alors là, pour les petites filles, on va s'acheter une robe. Pour les petits garçons, on va acheter une chemise. On va leur donner un peu d'argent de poche. C'est quelque chose de très exceptionnel à Tahiti. Alors ils vont se précipiter, acheter des glaces. Et là, c'est exactement comme dans d'autres pays. Plus il y a de clientèle, moins il y a de glace dans les cornets. Regardez celui-là. À Tahiti, les enfants sont beaux. Très beaux, regardez. C'est pas mignon, ça? Elle a un papa qui est champion de rugby, excellent pêcheur, et elle a une petite sœur, regardez bien, adorable. La fleur sur l'oreille. Écoutez bien, messieurs, c'est un code. Si la fleur est sur l'oreille gauche, du côté du cœur, le cœur est pris. Si la fleur est sur l'oreille droite, vous avez toutes vos chances. Remarquez, pour être honnête, je dois vous dire que j'ai rencontré souvent des Tahitiennes mariées qui avaient la fleur sur l'oreille droite. Ces fleurs, ce sont des fleurs de tiaré, les fleurs blanches. Les roses, ce sont des fleurs de frangipanier qui fleurissent toute l'année. Hibiscus. Et lorsqu'on a 6 ans et demi, eh bien, on met une fleur de chaque côté. Frangipanier. Après ce très rare hibiscus rose, nous restons toujours dans la nature pour découvrir un personnage assez extraordinaire que les Tahitiens appellent là-bas l'homme nature et que nous appellerons plus simplement Robinson Crusoe. Il est français, écoutez bien, car il n'a plus aucune dent. Mon nom, c'est l'église de famille et Raymond, prénom, deuxième prénom Arnaud. Je suis né dans la Gironde,
dans une petite commune de 500 habitants qui s'appelle Sourillac et qui est dans le canton de Targon, dans la région qui s'appelle Entre-deux-Mers, entre la Dordogne et la Garonne. Je pense souvent, mais comme j'ai des nouvelles régulièrement tous les ans, des fois 2 fois par an, je sais que ça n'a pas changé. Et récemment, une personne qui vient de parcourir l'endroit où je suis né m'a dit qu'il n'y a rien de changé, sauf toutes les routes sont goudronnées. Ce qui m'a absolument étonné, parce qu'il faut que nous ayons en France une quantité énorme de goudron pour goudronner tous les chemins. Bien voilà, l'histoire de ma vie est très simple. Je suis resté 17 ans avec mes parents à cultiver la vigne. J'ai navigué pendant 28 ans et demi et je me trouve à Tahiti pendant 20 ans. Alors moi je porte 2 tabliers, en écourtant celui de l'arrière parce qu'il balaye le sol et me donne des furoncles. Alors ce que se passe derrière, moi je ne peux pas le voir. Le corps est déprimé de cette vie sauvage. Et d'autant plus qu'il y a des corps qui manquent pour la santé. Alors je trouve surexcité par des produits trop aphrodisiaques. Mon jardin ne me produit pas énormément. Il me produit quelques ananas, quelques ourous, fruits de la vapin, quelques bananes, mais pas suffisamment pour en avoir quotidiennement. Quand on peut avoir un plus grand plaisir de femme. Alors au début, comme je l'ai dit, au début, il y avait des grands plaisirs d'amusement. Il y avait des grands amusements, vraiment de la rigolade, tout à fait de la rigolade, sans aller plus loin. Je suis ennemi du suicide, moi. J'aime la vie, je suis épicuriste. On m'a donné la vie et c'est pour la vivre le plus longtemps possible. Je lutterai contre la mort jusqu'à ma dernière extrémité. Je sens très bien que je ne suis pas immortel. Je sens très bien qu'un jour ou l'autre, je suis obligé de me soumettre à la loi universelle de la mort. Le bonheur de vivre, c'est bien manger. Et oui, bien manger. D'ailleurs, ce sympathique Robinson m'a invité à partager son repas. Évidemment, il n'avait pas fait la vaisselle depuis 4 ans. Mais peu importe, il a trouvé son bonheur. Sa joie de vivre, nous allons devoir le laisser, le quitter sur cette image en lui souhaitant de vivre très longtemps dans son île. Nous retrouvons le bord de la mer, ce héron gris et l'entraînement pour les courses de pirogue avec un très beau chant que certains d'entre vous connaissent peut-être, le chant des piroguiers. Les piroguiers qui vont ainsi s'entraîner, des équipages féminins, des équipages masculins, jusqu'au moment du grand départ qui va être donné par les autorités locales, par les organisateurs de ces courses qui ont énormément de succès. Notons au passage que chacune de ces embarcations est construite dans un seul tronc d'arbre. Il y a, vous le voyez, une foule considérable, beaucoup de monde, tout le monde s'amuse et là aussi, beaucoup de paris, on joue beaucoup d'argent. La fleur était sur l'oreille gauche, il y a énormément de couronnes. C'est là une très belle et très ancienne coutume tahitienne qui se pratique non seulement au cours des fêtes du juillet, mais tout au long de l'année. Au cours d'un dîner ou d'une réception, les hommes et les femmes portent des couronnes. Cela embaume la pièce dans laquelle on se trouve. Et c'est très beau. Pendant que nous étions en train de tourner ce film, j'avais remarqué que chaque fois qu'il y avait un équipage d'hommes musclés, il y a une caméra qui se mettait en route derrière moi. Alors à un moment donné, je me suis retourné pour voir qui c'était. Et j'ai vu que c'était cette brave bonne sœur qui se préparait des images pour ces longues soirées d'hiver.
Nous allons repartir, toujours accompagnés par ce très beau chant des piroguiers. Au-delà de ces images, il y a le passé. N'oublions pas que les Tahitiens d'aujourd'hui sont tous de race maori. On a pensé à un moment donné que ces races venaient d'Amérique du Sud. C'est la théorie d'Ayardal. On sait maintenant que tout cela est absolument faux. Ces races sont d'origine du sud-est asiatique. On le sait grâce aux études qui ont été faites sur la langue et le sang des Polynésiens. Il y a bien sûr d'autres manifestations, dont les concours de Tamuré. Regardez ces très beaux mélanges de races, ici maori, celle-ci plus asiatique, ensuite française tahitienne, toutes très belles. Il n'y a aucun problème de race à Tahiti. Vous voyez ces concours de danse. Il ne s'agit pas de spectacles qui sont offerts aux touristes. Il s'agit d'un concours. Les groupes qui gagnent ces concours ont la chance par la suite de faire de très grandes tournées en Europe et dans tous les pays du monde. Pour bien danser, il faut commencer très jeune. Elle a 11 ans. Cette petite princesse qui appartient au groupe de Madeleine. Madeleine que vous allez voir dans sa robe somptueuse. Madeleine qui est responsable de ce groupe. Cette femme, depuis des années, se bat pour conserver l'authenticité de ces spectacles. Car, il faut bien le dire, dans d'autres îles, un peu plus au nord de la Polynésie, où il y a également des Maoris, où il y a également des Polynésiens, eh bien, ces spectacles ont malheureusement été entièrement prostitués au tourisme. Ici, même si nous ne comprenons pas toutes ces figures, toute cette chorégraphie, ceci n'a aucune espèce d'importance. Grâce à quelques Tahitiens, ces spectacles très anciens, n'oublions pas que ces hommes, ces femmes, leurs ancêtres en tout cas, sont là depuis plus de 1000 ans, eh bien, ces danses sont absolument authentiques. Je pense qu'il était nécessaire de le souligner au passage. Regardez. Il y a quelques semaines, un agent de publicité qui a vu ce film voulait absolument acheter cette séquence. Naturellement, j'ai refusé de la vendre. C'était pour la proposer à Moulinex. Soyons sérieux et retrouvons une phrase de Paul Gauguin qui écrivait peu avant sa mort en solitaire aux îles Marquises. Pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile tous ces rouges, tous ces ors, toute cette joie du soleil? Eh bien, ces rouges, ces ors, cette joie du soleil, nous allons devoir les quitter, puisque c'est en effet sur ce document que se termine ce film. Je vous remercie de votre extrême attention. Yaorana Tahiti, on devrait dire Yaorana les îles Marquises, puisque nous sommes en effet ici toujours en Polynésie, au nord de Tahiti, aux îles Marquises.
C'est la première fois qu'un hélicoptère se pose à cet endroit. L'accueil des enfants a été merveilleux. Ils ont voulu, vous le voyez immédiatement, nous faire remarquer qu'eux aussi avaient leurs petits hélicoptères. Comme dans tout l'archipel, il y a bien sûr des écoles aux îles Marquises. Les meilleurs de ces élèves termineront leurs études à Papeete et certains d'entre eux feront peut-être des études supérieures en France ou dans d'autres pays. Jusqu'à présent, le cas ne s'est pas posé, mais peut-être qu'un jour, l'une de ces filles ou l'un de ces garçons fera des études d'histoire, de paléontologie, étudiant l'histoire de ces îles, leur propre histoire, et à ce moment-là, ils risquent d'être épouvantablement déçus, comme nous l'avons été nous-mêmes, puisqu'en effet, nous avons monté cette véritable expédition à cheval pendant 11 jours dans les forêts de cocotiers pour découvrir les derniers tikis. Les tikis, ce sont des statues sacrées. Nous sommes là avec deux amis marquisiens, François Ravello, ma femme Nadine, tout le matériel à dos de cheval pour retrouver ces dernières statues. Je dis ces dernières statues car en effet, si nous avons retrouvé une trentaine d'emplacements, presque toutes ont complètement disparu. Vous allez en voir ici 5. Nous pensons que ce sont les 5 dernières. Il y en a une ici à droite de François Ravello qui est à cheval juste devant moi. Elles ne sont pas très grandes. On sait très peu de choses sur ces statues. Regardez ces documents. Je vais peut-être choquer certains spectateurs, mais il faut bien le dire, les responsables de cette destruction, beaucoup de ces statues, vous allez le voir, sont jetées au sol, sont en très mauvais état, ont été brisées. Ce sont les premiers missionnaires français. Heureusement, les missionnaires d'aujourd'hui pensent tout à fait différemment. Ils respectent ce passé qui appartient aux Marquisiens. Et puis il y a eu aussi les missions pseudo-scientifiques. On a volé ces œuvres d'art à toutes les populations du Pacifique. Et actuellement, pour étudier ce passé de la Polynésie, il est beaucoup plus simple d'aller au musée de New York, à celui de Genève, au musée de l'Homme à Paris, à Francfort, que d'aller sur place dans ces îles. Il reste 5 statues. Nous espérons que les Marquisiens pourront les protéger. Les 5 derniers tikis des îles Marquises. Maruru, Maruru, au revoir les Marquisiens. Protégez bien vos 5 derniers tikis. Nous partons vers le sud. Et nous arrivons ici à Rangiroa. Rangiroa, un atoll de 80 km posé sur l'océan Pacifique. C'est le plus grand, c'est aussi peut-être le plus beau. Une population extrêmement accueillante, une population de gens qui chantent, qui jouent merveilleusement de la guitare. Regardez vivre les hommes, les femmes et les enfants de Rangiroa.
C'est dans cette île que nous avons rencontré un homme extraordinaire. Il s'appelle Itama. Tous les matins, il allait chercher son poisson dans le parc à poissons. Et un jour, il s'est trouvé face à 2 requins. Il en a tué un et l'autre lui a arraché le bras droit. Lorsqu'il est rentré de l'hôpital, Itama a fait comme si rien n'était arrivé. Et vous allez le voir ici, avec son fils, une espèce d'armoire à glace souriante. Ils sont toujours en train de sourire. Ce n'est pas du tout à cause du cinéma, à cause des caméras. Ce sont des gens heureux. Ce sont des gens qui prennent le temps de vivre. Vous avez peut-être entendu parler de ces 4 Français qui ont fait le tour du monde à la voile il y a quelques années, les 4 du Moana. Ils ont donc fait le tour de la Terre, ils sont rentrés en France et là ils n'ont pas pu tenir. 2 d'entre eux vivent pour toujours dans cette île, Bernard Gorski, Serge Arnoux. Ils sont là avec leurs amis, avec leurs souvenirs, avec leur famille, pour toujours. À Rangiroa. Dans sa plus grande longueur, 80 km, un atoll magnifique. Nous allons le parcourir en partant de l'île Ronde qui est en bas de votre écran. Nous irons en haut à gauche pour voir d'abord en bateau avec le fils d'Itama la récolte du copra. Nous sommes là sur une plage du bout du monde. Et au moment où nous allons mettre le pied sur cette plage, sur ces coraux, sur ces coquillages écrasés, nous allons découvrir, effrayé, quelque chose d'inimaginable. Je le répète, nous sommes ici loin de tout. Eh bien, sur ce sable, sur ces coraux écrasés, il y a déjà des traces de cette immense lèpre qui est en train d'envahir la terre entière. Sur cette plage du bout du monde, des morceaux de plastique. C'est bien sûr l'océan, la mer qui a apporté ce plastique à cet endroit. C'est peut-être un signal d'alarme. Nous allons voir les femmes qui préparent le copra, c'est-à-dire le fruit de la noix de coco. Et sur les séchoirs à copra, vous remarquerez au passage des oiseaux. Ces oiseaux, ce sont des merles des Moluques. En fait, c'est un oiseau qui n'est pas originaire des Moluques, mais de Ceylan, mais ceci n'a que peu d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir que cet oiseau a été introduit par l'homme il y a à peu près 70 ans. En effet, lorsque les premiers navigateurs, Bougainville, Cook, sont arrivés en Polynésie, ils ont remarqué 3 choses. D'abord, la beauté des femmes, ensuite le parfum des fleurs, tout cela existe encore aujourd'hui. Et ils ont remarqué aussi, ils l'ont noté dans leur carnet de route, la présence de très nombreux oiseaux de toutes les couleurs, et en particulier
de petits perroquets bleus. Or, aujourd'hui, on ne retrouve aucun de ces perroquets bleus. Ce sont ces merles, introduits par l'homme, qui ont pris la place écologique des espèces endémiques, qui ont chassé les autres oiseaux, qui ont pris leur territoire et qui les ont fait presque tous disparaître. Je dis presque tous, car en effet, nous avons pu retrouver quelques-uns de ces rarissimes perroquets bleus. Nous partons en bateau à l'autre bout du lagon de Rangiroa pour vous les montrer. Vous verrez au passage notre camp, des huttes, sur le devant des huttes des buissons, sur ces buissons des coquillages. Nous avons vécu nus au soleil sur cette île pendant tout le tournage de ce film. Bien sûr, grâce au cinéma, on va très vite. Nous arrivons déjà de l'autre côté du lagon. Sous vos yeux, ce qui sera demain la première réserve ornithologique de Polynésie. C'est à cet endroit, inhabité, bien qu'il y ait une petite hutte pour les séjours, bref, des pêcheurs, que vivent, vous les apercevez ici, ces perroquets bleus. Extrêmement difficiles à filmer, extrêmement difficiles à voir. Je ne sais pas si vous les voyez, il y en a 3 au centre de votre écran. Nous avons dû employer un immense téléobjectif pour aller les débusquer tout en haut des cocotiers. Et vous le voyez également employer un miroir, un réflecteur pour envoyer un rayon solaire sous les branches de cocotiers, là où vivent ces perroquets. Ces perroquets qui ne sont pas seulement bleus, comme le disait Bougainville, mais bleu, blanc et rouge. Une raison de plus pour qu'ils soient protégés. Je vous rappelle que le World Wildlife Fund, le WWF, a 600 projets de protection de la nature dans le monde. Cet oiseau, on pensait qu'il avait complètement disparu. Il en reste au maximum une quarantaine. C'est le seul endroit de la Terre où ce perroquet survit. Et il est très sympathique de se dire que si 2 espèces d'oiseaux disparaissent chaque année, il y a aussi quelquefois, comme ici, des oiseaux que l'on peut protéger. Et nous tournons la page. Nous tournons la page pour découvrir l'île de Moorea, qui est toute proche de Tahiti, donc dans le centre de la Polynésie. Ici, des montagnes, des sommets, les nuages sont par conséquent arrêtés, il y a beaucoup de végétation, des gens qui habitent à cet endroit, il y en a que vous connaissez peut-être de nom, et il y a aussi l'habitation, le faré de notre ami François Ravello, ce garçon qui nous a accompagnés tout à l'heure pour l'expédition aux îles Marquises. Il est français, il est marseillais, il vit là avec sa femme, il a un petit garçon, une fille. Il a été très longtemps fonctionnaire, puis instituteur, et maintenant François Ravello vit uniquement de sa peinture. Il pêche, il va ramasser des noix de coco. Il est là avec ses enfants, heureux, tranquille, au soleil, sans problème, sans téléphone, sans télévision. Voici sa fille, sa femme, qui rentre de la pêche. Remarquez au passage cette baignoire jaune. À propos de ses enfants, il y a une chose qui nous intéressait particulièrement, c'est que François a refusé que ses enfants aillent en classe avant l'âge de 12 ans et demi. Alors qu'est-il arrivé? Ils ont appris d'abord à plonger, à nager, à monter au cocotier, à aider leurs parents pour le travail du ménage. Et puis ils ont appris un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de calcul. Et lorsqu'on les a mis en classe, ils étaient évidemment très en retard. Ils ont rattrapé ce retard très rapidement, ce qui tente à prouver une fois de plus qu'il y a pas mal de choses à revoir dans notre célèbre éducation nationale, en tout cas pour les classes des plus jeunes.
La séquence que nous allons voir maintenant a été mise en scène par François lui-même. François qui a souhaité ne pas montrer sa peinture, c'est tout à son honneur car elle est bonne, mais qui a préféré montrer ses passions, ses idées. Vous allez voir. Et oui, François a rêvé d'être tahitien, d'être explorateur, de parcourir le monde, de tourner des westerns avec Sergio Leone, de vivre heureux, tranquille, de la pêche, des voyages, en famille. Il a même rêvé d'être missionnaire et même, vous le voyez, gendarme. Ah, c'est un garçon extrêmement sympathique. Si un jour vous allez dans cette île, souvenez-vous de la baignoire jaune, poussez la porte, cela vaut le détour. Et maintenant, eh bien maintenant, nous allons faire un grand détour puisque nous partons aux îles Gambier. Les Gambiers, ce sont une demi-douzaine d'îles, dont la plus importante, la seule habitée, est l'île de Mangareva. À l'époque des premiers missionnaires, c'est-à-dire à l'époque de nos arrière-grands-parents, au moment où les premiers Français sont arrivés là, il y avait approximativement 6000 habitants sur cette île. Des gens heureux, tranquilles, qui vivaient de la pêche. Et en 1972, on a refait un recensement. Il reste dans cette île, en tout et pour tout, 542 survivants. Qu'est-il arrivé? Eh bien d'abord, il y a eu le fait que des familles entières ont dû quitter cette île parce que la pêche ne nourrissait plus son homme, parce que la nacre, le coquillage ne valait plus rien. Tout est remplacé par du plastique. Et puis, il y a eu des bateaux qui ont apporté dans ces îles des maladies épouvantables. Des centaines d'enfants sont morts, personne n'en avait parlé. Vous allez voir ici les survivants, des images prises comme des actualités. Les familles de Mangareva sont en train, vous le voyez ici, de préparer le poisson. Cette femme tresse un chapeau. C'est la doyenne, la plus vieille femme du village. Elle est encore belle. C'est l'arrière-grand-mère de la petite fille que vous allez voir maintenant ici. Cet enfant qui ignore que les missionnaires sont passés il y a bien longtemps. Des missionnaires qui, à l'époque, au moment où il y avait beaucoup de monde, ont construit énormément de bâtiments sur cette île. Il en reste quelques ruines. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. On se croirait en Touraine, sur les bords de la Loire. Regardez. Et si l'on cherche un peu plus loin dans le passé, des Gambiers, alors là, on est stupéfait. Vous allez voir des objets qui ont été rassemblés par l'instituteur de ce petit village et qui sont montrés ici par cet enfant. Ces pilons, ces haches, ces poids qui servent à maintenir le filet, ces hameçons en nacre. Personne n'a jamais étudié le passé des îles Gambier. À quelques 3 heures en pirogue de cette île centrale, un autre îlot, l'île de Taravai. À cet endroit, au moment des premiers missionnaires, il devait y avoir environ 1000 habitants. Le petit clocher blanc pointe à travers les cocotiers ébouriffés, mais là aussi, le vent de la destinée dramatique a soufflé pendant des années. Là aussi, des centaines d'enfants sont morts. Là aussi, personne n'en a parlé. Et lorsque nous avons débarqué dans cette île pour faire ce film, il reste, en tout et pour tout, 2 habitants. Cette femme, son mari et personne d'autre, ils sont seuls.
De quoi vivent-ils? De quelques volailles, quelques légumes, du poisson, un peu de copra. Ils ont quelquefois des visites, des marins qui s'arrêtent quelques heures, qui leur apportent du tissu, des journaux, un peu de tabac et qui repartent très rapidement. Nous sommes restés 9 jours chez eux. Cette femme est catholique, pratiquante. Il faut dire aussi que leurs 3 enfants sont enterrés dans cette île. Ce qui sera épouvantable, c'est le jour où l'un d'entre eux partira pour toujours. Le dimanche de la semaine où nous étions avec ces gens dans cette petite île, cette femme est venue me voir. Elle m'a dit, si tu veux, tu peux venir avec moi. C'est elle qui entretient, qui coupe l'herbe, qui nettoie, qui balaye cette petite église. Et elle va faire ce qu'elle fait depuis des dimanches et des dimanches, depuis des mois et des mois, depuis des années et des années peut-être, en mémoire de tous ceux qui ont vécu à cet endroit. À l'intérieur de l'église, tout est propre, tout est balayé. Au fond, il y a l'autel, entièrement décoré de nacre, de perles et de coquillages. Et pendant que nous allons voir les gros plans, vous allez entendre dans la langue de ces îles quelques phrases du Notre Père. Amen. Souhaitons, en quittant cette île de Taravai, que des hommes, des femmes, des enfants, des familles partent un jour vers ces îles merveilleuses pour les habiter. Souhaitons que les cris et les rires des enfants puissent s'entendre à nouveau dans ces îles. Mais nous n'allons pas quitter cet archipel sans partir à la pêche. Nous sommes ici revenus à Mangareva, l'île centrale, et nous sommes levés à 4 heures du matin en pleine nuit pour arriver jusqu'à cet îlot inhabité, ce Motu, sur lequel se trouve la guirlande, car en effet nous allons participer à une pêche très étrange, la pêche à la guirlande. Cette guirlande, en fait, ce sont des branches de cocotiers séparées par le milieu dans le sens de la longueur, attachées les unes aux autres. Elle a à peu près 600 mètres de long et elle se termine par un petit filet qui a 4 ou 5 mètres et qui est un peu comme une épuisette qui permettra tout à l'heure de mettre le poisson dans les embarcations. Voici la guirlande. Les hommes discutent pour savoir à quel endroit on va poser la guirlande sur l'eau. C'est ceci qui est extraordinaire, car en effet, bien sûr, le poisson peut passer en dessous ou même sauter au-dessus de ces branchages. C'est une pêche extrêmement ancienne. Elle dépend de la position du soleil. Elle ne peut se pratiquer que par temps ensoleillé. Vous allez le voir, la guirlande est posée sur l'eau. Ils vont prendre du poisson. C'est une pêche extrêmement ancienne. En fait, ce sont les rayons solaires, c'est l'ombre portée qui permet de capturer le poisson. Cette pêche se pratiquait autrefois aux îles Marquises, à plus de 4000 km de l'endroit où nous sommes, tout à fait au nord de la Polynésie. J'ai interrogé les jeunes des Marquises, eux ne savent plus rien, tout cela a disparu. Les vieux, les anciens le savent. Souhaitons que ces documents ne soient jamais des images d'archives, des images réalisées, je vous le rappelle, aux îles Gambier. Ici, vous le voyez, on met en place le petit filet
alors que l'immense guirlande va permettre de rabattre les bancs de poissons. Et tout cela se fait bien sûr dans la joie, dans les rires. Il y a un détail pourtant que je voudrais vous faire remarquer au passage. Les Tahitiens ont beaucoup de respect pour le poisson, ils le disent eux-mêmes. Ce qui se trouve dans la mer, c'est la vie. Et même pour les besoins du cinéma, il n'aurait pas été question de donner un deuxième coup de guirlande. Ils vont prendre juste ce qui est nécessaire pour eux et leur famille, et pas plus. Alors que chez nous, chaque nuit, chaque jour, des centaines de chalutiers vont racler nos côtes, détruisant du même coup des millions et des milliards de petits poissons. Ici, on prend juste ce qui est nécessaire. Ensuite, vous le voyez, on va ranger la guirlande sur l'île. Ils vont pouvoir ensuite se reposer quelques instants et ce sera sur ces images de paix, ces images de tranquillité, ces images de sérénité que nous allons tourner la page, quitter l'archipel des Gambiers pour retrouver Tahiti. J'ai longtemps cherché un moyen dans ce film de vous montrer la gentillesse des Tahitiens. Très exactement, 48 heures avant le dernier jour de tournage, j'avais déjà mon billet d'avion dans ma poche, un coup de téléphone d'un ami tahitien qui me dit « Il y a une fête à Orofara, tu devrais y aller avec ta caméra. » Voici ces documents. Je dois vous le dire tout de suite, Orofara, ce n'est pas un endroit comme les autres, c'est l'endroit où sont rassemblés les 62 derniers lépreux de Polynésie. Ces hommes, ces femmes sont tous des lépreux. Et s'ils chantent, c'est pour cacher leur tristesse, car le médecin français qui les a soignés pendant 8 ans a été muté par l'administration à Colmar. Il va les quitter. Ce médecin, c'est le docteur Stangelini, vous le voyez ici à droite. Il va embrasser tous ces malades avant de partir. Il reçoit ici des cadeaux. Le docteur est là avec sa femme et son petit garçon. Ces cadeaux, j'ose à peine vous le dire, ce sont des objets en bois dur, en acre, taillés à la main. Chaque malade a voulu témoigner sa gratitude à cet homme qui, depuis 8 ans, s'est battu pour sauver des pieds, des mains, des visages, des yeux, et qui va partir. Et à un moment donné, comme cela se fait souvent lorsqu'on quitte la Polynésie, lorsque l'on quitte Tahiti, ils ont donné des colliers aux médecins. Je dois vous dire que cette scène des colliers, je l'ai vue très souvent au moment de l'envol des avions, au moment du départ des bateaux. Plus on a de colliers, plus on a d'amis. Je dois vous dire aussi que je n'ai jamais vu un homme et une femme recevoir de cette manière autant de colliers que ce jour-là, cette nuit-là, à Orofara.
les entendez chanter, crier Maruru, Maruru. Et nous voudrions maintenant, avec toute l'équipe, remercier les Tahitiens. Les remercier de nous avoir reçus chez eux dans leurs îles. Les remercier de nous avoir permis de tourner toutes ces images pour vous. Les remercier aussi d'avoir vécu chez eux, d'avoir pu chanter avec eux, jouer de la guitare, mais surtout d'avoir eu la joie de prendre le temps de vivre, de retrouver le bonheur, de prendre le temps de vivre. Et alors que vous voyez ici à l'écran toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce film, je voudrais, chers amis, que tout à l'heure, quand vous quitterez cette salle, vous gardiez au fond de vous-même une seule image. L'image de cet enfant filmé pour vous aux îles Gambier, qui me permettra de vous dire, en vous remerciant, tout simplement, Yaorana et rendez-vous au prochain voyage.